On a le grand plaisir d'accueillir Lara Bono, qui est agrégée docteur en philosophie et chargée de recherche à l'Institut de philosophie de l'Académie des sciences de la République tchèque. Et donc actuellement, tu es à Prague, là, tu nous parles de Prague. Prague, hein. Oui, de Zbraslav plus exactement. De Zbraslav, c'est au sud de Prague. Braslas. OK. Et donc, tu as écrit un livre qui s'appelle L'œuvre d'Abby Warburg à la lumière de ses fragments sur l'expression, qui est paru en 2022. Et tu as écrit de nombreux articles sur les sciences de l'art allemandes et ses liens avec l'anthropologie philosophique. Et pour nous, c'est vraiment très important que tu puisses nous présenter tes travaux par rapport à Warburg, parce que je vais quand même redire cette petite histoire qui est importante pour nous. C'est que Warburg est à l'intersection de l'anthropologie clinique, alors qu'à l'époque, il ne le savait pas, puisque lorsqu'on a commencé à travailler avec Nicolas Durus sur l'anthropologie clinique, on a conjoint la tradition de la philosophie cassirérienne avec la tradition d'anthropopsychiatrie de Jacques Scott. Et donc d'un côté, on avait Cassirer, de l'autre côté, Binswanger. Et c'est après coup qu'on prend conscience de l'importance des liens que ces trois-là avaient ensemble et de l'importance que Warburg avait en ce début du siècle à essayer de fonder une anthropologie, alors lui à partir de l'art, mais qui articulait clinique et sémiotique, on pourrait le dire comme ça, si on va un peu vite. Et donc, Lara, tu vas ouvrir cette première série de conférences autour des liens entre Warburg, Binswanger, Warburg, Cassirer. Et on est vraiment très heureux de t'écouter autour de tes travaux. Merci beaucoup, merci pour votre invitation et je suis très heureuse d'être avec vous et puis de préparer avec vous le colloque de l'année prochaine. Donc merci à toi Serge en particulier de m'avoir sollicité. Alors aujourd'hui, en fait, je vais remettre sur le métier quelque chose que j'avais entamé il y a très longtemps, quand j'étais encore en thèse. On avait organisé, en fait, avec une de mes collègues doctorantes, une journée consacrée à la spatialité esthétique entre philosophie, phénoménologie et Daseinsanalyse ou analyse existentielle. Et j'avais eu la joie à cette occasion de rencontrer Caroline Gros, dont les travaux sur Binswanger avaient été très importants pour moi. Mais il se trouve que dans ces circonstances particulières où nous avions organisé cette journée, je venais d'avoir mon premier enfant. J'étais encore un peu dans les nuées de ça. Et donc, en reprenant un peu les notes que j'avais présentées à l'époque, je me suis dit qu'il y avait là une matière que j'avais envie de reprendre, en fait, 10 ans plus tard quasiment. Donc, je suis très contente de faire ça avec vous. Le sujet de mon intervention, donc, c'est la relation entre Aby Warburg, historien de l'art, et Ludwig Binswanger, que vous connaissez très bien. L'un et l'autre ont revendiqué, surtout Binswanger, par-delà la relation thérapeutique qui fut la leur, une influence mutuelle de leurs travaux. Donc Binswanger a dit qu'il s'était inspiré de Warburg, pas seulement parce que c'était un patient particulier, mais aussi en tant qu'historien de l'art. Et donc la question que je voudrais poser aujourd'hui est très simple, c'est comment repérer cette influence? Où est-elle? Qu'est-elle? Et est-ce qu'on peut en rester au chiasme qui avait été formulé par George Didier Huberman, selon lequel Warburg aurait, je cite, révélé la teneur symptomale des styles artistiques, là où Binswanger commençait à envisager la teneur stylistique des symptômes psychiques. Ce que je vais essayer de montrer, c'est justement que je n'en reste pas là. Alors, j'avais préparé une petite présentation, mais je sais pas trop. C'est essentiellement des citations. Alors, je me demande en vous parlant si c'est mieux que je vous vois et que vous me voyez, ou si je mets une présentation avec les choses que je vais citer, mais parfois c'est bien d'avoir le texte sous les yeux. Dites-moi ce Peut-être que on peut faire des allers-retours, on peut essayer. hein. Alors, si je partage, partage n'est pas activé. Qu'est-ce que ça Ouais, veut parce que c'est moi qui dois activer. dire? Voilà. D'accord. Je pense que là, c'est bon. Alors, oui, je vais partager ça. Est-ce que... Oui, partager votre écran.
Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Euh, Est-ce que vous voyez un PowerPoint là ou... Ouais, il faudrait juste peut-être soit l'agrandir, soit Oui, je suis ou en train de... partager. Non, il faut partager. Il faut ouais. cliquer là sur là-haut, partager, je pense. Dans le PowerPoint ou dans le... Ouais, ou en dans le... haut là de la fenêtre. Ouais. Euh, Ah oui, partager. Partager comme ça. Ah non, pardon. Ah, j'aurais dû préparer ça. Je sais pas si c'est Préparer moi ça qui peux le faire. Non, moi, je avant. peux pas le faire. En haut, à droite, en rouge, il y a marqué il y a partager. Et là, moi, j'ai... Vous êtes en train de partager votre écran. Ok, alors c'est vrai, mais pour l'instant, c'est tout petit. Alors peut-être agrandir la fenêtre manuellement. Est-ce que c'est mieux comme Voilà, ça? ça voilà, on est très très bien là. Là, c'est bon? Ouais, on est pas mal du tout. Ah, et en plus, je vous vois, donc c'est parfait. Et après, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est restreindre la petite colonne de diapos pour avoir plus de diapos centrales. Oui. Et moi, Cette si je la mets partie-là, en bas, comme ça, vous voyez tout, c'est ça? là, Diapo. on est bien déjà, hein. Et là, il est en grand écran. Bon. Je sortirai quand je voudrais vous voir. Je- Alors, donc, vous avez une petite photo de Warburg et une de Binswanger. Euh, donc, je vais procéder en trois temps. D'abord, je voudrais revenir un petit peu sur les travaux de Warburg parce que je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier de ce qu'il a fait. Et puis, dans un deuxième et troisième temps, j'en viendrai plus précisément à ce que Binswanger va chercher chez Warburg. Et puis, après la guérison de Warburg, voilà, les liens qui continuent à exister entre les deux œuvres. Donc, dans un premier temps, psychologie de l'expression warburgienne, c'est une expression, enfin, cette idée de psychologie de l'expression, c'est quelque chose qu'il utilise lui-même. Je vais essayer de. C'est peut-être pas vraiment une psychologie au sens propre, mais en tout cas, c'est la façon dont il pense, dont il récupère tous les fragments qu'il a écrits entre 1888 et 1903, qui sont donc des fragments de jeunesse relativement, mais qui constituent un peu la trame théorique, disons, de ces cas d'études beaucoup plus pratiques. Alors, je ne vais pas revenir longuement sur l'histoire thérapeutique de Warburg, qui a déjà été commentée et décrite à de nombreuses reprises, mais je voudrais... euh, je vous ai perdu, pardon. Bon, tant pis. Euh, je voudrais rappeler un peu qui était l'historien de l'art. Donc, Aby Warburg est né en 1866, il est mort en 1929, et il est considéré comme le père fondateur de l'iconologie, et j'ajouterais comme l'un des grands penseurs de la Kunstwissenschaft, cette science de l'art allemande, qui a été un peu oubliée après la Seconde Guerre mondiale, mais qui a constitué un moment très très important, transdisciplinaire avant la lettre, entre histoire de l'art, esthétique, philosophie de l'art. Donc c'est vraiment la science de l'art allemande, elle se constitue dans les 30 premières années du XXe siècle. Et si on doit résumer en une phrase, disons, l'angle d'approche spécifique de l'histoire de l'art qu'il produit, on peut lui emprunter les mots formulés dans une page autobiographique qu'il rédige en 1927. Il écrit: Pour éviter que ma soif de recherche ne s'étende à l'infini, je me cantonnais à la question centrale de l'influence de l'Antiquité comme miroir récepteur. Euh, alors, on pourrait commenter assez longuement l'expression de miroir récepteur, mais je m'en tiendrai pour le moment au fait que Warburg se consacre donc à ce qu'il appelle les survivances de l'Antiquité dans l'art occidental et en particulier dans la peinture de la Renaissance. Survivance, c'est la traduction de Nachleben, donc on pourrait aussi le traduire comme la vie continue. Enfin, il utilise différentes expressions, mais bon, survivance, c'est le terme qu'on a conservé en français. Et puis, dans un deuxième temps de sa carrière, il se consacre aussi beaucoup à la migration des symboles, migration à la fois géographique, est-ouest, sud-nord, nord-sud, euh, et historique. Alors, sa rencontre avec Binswanger remonte au début des années 20.
Elle s'inscrit dans un cadre qui est tout sauf scientifique au départ, puisque c'est une relation thérapeutique qui se noue. Et alors que Warburg avait réussi, sans doute au prix de très gros efforts, à maintenir les tendances maniaques et dépressives qui étaient les siennes sous le seuil du pathologique, notamment par la réflexion scientifique, en fait, en construisant des outils, des méthodes qui l'aidaient à mettre ça à distance. La Première Guerre mondiale agit comme un détonateur ou comme un disrupteur et il s'effondre. Et même le travail qu'il a commencé sur ce qu'il appelle la causalité monstrueuse, sur la réflexion sur le monstre, qui lui permettait de comprendre de quelle manière les symboles que nous créons fonctionnent comme des remèdes et en même temps comme des poisons potentiels. Tout cela, tout ce travail ne suffit plus à juguler son angoisse et son extrême agitation. Et il menace de tuer sa famille, de se tuer. Sa pensée bondit d'une chose à l'autre, fuse sans plus pouvoir être contenue, ni délimitée par un périmètre. Et j'utilise cette expression de délimitation du périmètre parce que c'est de cette manière-là que Warburg, en fait, a défini en 1895, donc 25 ans plus tôt, la racine de l'activité symbolique. Donc, il consigne à ce propos une série de notes qui s'appelle le symbolisme compris comme forme primaire d'élaboration du périmètre. Et selon lui, toute activité symbolique vise à établir donc ce périmètre ou cette extension qui contienne les forces dont l'homme fait l'expérience en lui, mais aussi hors de lui. Alors, je referme la parenthèse sur cette question de la délimitation du périmètre. Pardon. J'ai du mal à... est-ce que vous voyez encore quand je... Là, je vous vois. Non, je vais essayer de vous remettre sur le côté parce que ça me perturbe en fait de ne pas vous voir du tout quand je parle. J'ai l'impression de parler devant mon PowerPoint et c'est un peu étrange. Alors, si vous permettez, je vais vous mettre sur le côté. Pardonnez-moi. Voilà. Non, encore une fois. Voilà. Donc, Warburg est interné d'abord à Hambourg et on peine pendant assez longtemps à établir un diagnostic. On le pense schizophrène et il est transféré en cette qualité de schizophrène à la clinique Bellevue de Kreuzlingen en Suisse, où il devient donc le patient de Ludwig Binswanger. Et à l'arrivée de Warburg en 1921 à Kreuzlingen, le premier rapport qui est établi euh, quant à son état, disons, estime que le pronostic est absolument défavorable et il précise même que même si, je cite le rapport, même si certaines rémissions peuvent bien sûr se produire, une restitutio ad integrum paraît exclue pour cet homme de 54 ans. Et pendant assez longtemps, finalement, pendant de longs mois, Binzanger va maintenir ce jugement quant à Warburg. Et c'est seulement 2 ans plus tard, en 1923, à la demande de la famille Warburg, que le jugement d'un autre confrère de Binswanger, le docteur Émile Kraepelin, fait basculer à la fois le diagnostic et le pronostic. De schizophrénie, la pathologie de Warburg est requalifiée en état mixte maniaco-dépressif et le pronostic est dit très favorable. Alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas entrer dans le détail du dossier clinique, mais si ça vous intéresse, bah, vous connaissez peut-être déjà ce livre hein, qui est paru déjà il y a presque 20 ans, même, qui s'appelle La guérison infinie, qui reprend nombreux éléments du dossier clinique et puis une partie de la correspondance de Warburg avec Binswanger, un commentaire très intéressant de David Estimili. Bref, je vous y renvoie, c'est vraiment passionnant. Mais donc, en dépit de ces errements diagnostiques initiaux, le patient Warburg devient un cas clinique important pour Binswanger, en particulier pour ses travaux du début des années 30, donc juste après la mort de Warburg, et notamment, on peut le présumer, pour son étude de la manie et de ce qu'il nomme l'homme de la fuite des idées. Et d'ailleurs, on peut soupçonner, comme ça a été souligné par bien d'autres que moi,
que le premier cas clinique qui est présenté dans le livre sur la fuite des idées, est probablement grandement inspiré de Warburg. Euh, alors, je continue à vous donner quelques éléments sur Warburg maintenant, sur son approche, avant d'en arriver à Binswanger. Euh, Comme vous le savez, on approche souvent Warburg comme un historien de l'art, comme un iconologue. Euh, Moi, dans ma thèse et puis dans les travaux que j'ai conduits après, je me suis efforcée de montrer aussi un autre aspect, disons, de son œuvre. Il y a un numéro d'ailleurs de la Nouvelle Revue d'Esthétique qui vient de paraître, que j'ai dirigé, qui porte également sur ces aspects-là. Je me suis efforcée de montrer donc que Warburg avait vraiment cette ambition d'élaborer ce qu'il appelait une science de la vie en mouvement, Bewegtes Leben, qui est aussi une science de la vie émue. Euh, il avait qualifié cette future science, enfin c'est cela qu'il appelait aussi une psychologie moniste de l'expression. Et puis on voit que c'est un motif qui court en fait jusqu'à la fin de sa carrière et qu'il reformule d'une certaine manière alors qu'il est en train de préparer son grand œuvre qui est l'Atlas Mnemosyne, qu'il reformule en disant que il cherche à faire un manuel d'orientation de l'homme occidental. Donc cette question de l'orientation, elle est extrêmement importante et puis elle devient encore plus importante après sa sortie de Kreuzlingen. Euh, Dès ses premiers travaux théoriques, donc ces fameux fragments sur l'expression, et jusqu'à la fin de sa vie, en fait, il va explorer le rapport entre impression sensible et expression symbolique. Et selon lui, la vie expressive humaine se déploie selon une double polarité, disons. D'un côté, l'immersion dans la matière, donc ça c'est l'aspect impressif, et puis de l'autre, la création d'une distance qui permet ce qu'il appelle l'espace de pensée, le Denkraum. Euh, et cette polarisation ou cette oscillation entre ces deux pôles, disons, elle caractérise en permanence le rapport que l'homme entretient au réel. On ne peut s'arracher totalement à la matière pour créer une distance absolue, définitive. Euh, mais les formes symboliques, alors j'utilise cette expression de forme symbolique en précisant que, en fait, Warburg l'utilise avant Cassirer. Dans ce texte dont je vous ai parlé, enfin, c'est un texte qui n'est pas publié à l'époque, hein, mais qui s'appelle Le symbolisme euh, comme délimitation, enfin l'activité symbolique comme délimitation du périmètre. Et il utilise cette expression de forme symbolique pour qualifier lui aussi le mythe, l'art, la science et la religion. Donc, selon lui, toutes ces formes symboliques constituent des tentatives particulières d'objectivation du réel qui visent justement la création d'un espace de pensée. Et donc, en objectivant le rapport impressif au monde, elle donne en fait au sujet des points de repère, des points d'appui qui lui permettent de s'orienter après s'être distancé de sa propre expérience impressive. Mais ces formes, elles ne suffisent pas à rompre totalement avec une tendance qui pousse, selon Warburg, l'individu à la fusion, au retour à la matière. Et donc, même à l'intérieur de chacune de ces formes, en fait, il distingue ces formes selon la distance plus ou moins grande qu'elles entretiennent ou qu'elles nous permettent, disons, d'entretenir avec notre propre expérience impressive. Mais même à l'intérieur de chacune de ces formes, il y a quand même ces tendances qui se rejouent. Euh, et la séparation entre soi et le monde, euh, Warburg la pense donc comme d'abord une séparation entre l'expérience impressive et l'expression, ou l'expérience expressive, et il la pense d'abord sous l'angle d'un intervalle temporel entre impression reçue et expression, et c'est un intervalle qui s'instaure selon lui par des formes proto-symboliques que sont le jeu, la parure, l'outil. Euh, et donc cette mise à distance qui est au départ, enfin qui est à la fois spatiale et temporelle,
elle a une conséquence décisive, hein. C'est elle qui permet le développement de la rationalité parce que le sujet peut désormais contempler ce qui l'affecte sans réagir de manière immédiate. Et donc, selon lui, toute création symbolique constitue une tentative de réponse à la force impressive des phénomènes. Est-ce que ça va? Je vais, je vais pas trop vite. Non, c'est Alors, bien. euh, et encore quelques mots sur Warburg. La psychologie de l'expression qu'il cherche à élaborer, elle est fondée sur une conception énergétique du psychisme et de l'être en général, une conception qu'il emprunte à différentes sources, enfin à différents auteurs, à la fois à la morphologie de Goethe, mais aussi à la philosophie de Nietzsche, mais encore à la physique d'un de ses contemporains qui s'appelle Stephen Lindeck. Euh, et Warburg pense donc que le psychisme est constitué par ce qu'il nomme le pathos ou une activité pathique. Ce pathos étant lui-même constitué de deux forces principales, le désir et la phobie. Et cette activité pathique, elle est en permanence jugulée, ou euh, oui, jugulée, on peut dire, par l'activité de mise à distance de la conscience qui s'efforce d'atteindre ce que les Grecs appellent sophrosyné, que Warburg utilise comme tel, mais qu'il traduit en allemand par Besonnenheit, qui est le terme utilisé aussi par Herder euh, et Schleiermacher avant lui. Et que Sacha Zilberfarb, notre traducteur génial de Warburg, a traduit par sage contemplation, mais qu'on peut aussi traduire par réflexion. Enfin, c'est vraiment cette idée de reprise réflexive de soi et du monde, et donc qui suppose une certaine distance. Alors, Warburg est un penseur, enfin, et un lecteur boulimique des penseurs de son temps. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a vraiment ce côté extrêmement transdisciplinaire. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que au moment où les sciences de l'esprit et les sciences de la nature se constituent en disciplines singulières et donc voilà, ont besoin de se distinguer les unes des autres, Warburg fait tout le contraire. Enfin, il fait vraiment, il va lire tout ce qu'il peut. Euh, et il lit par exemple sur les conseils de Auguste Schmarso, Darwin, qui fait une très forte impression sur lui. Et il continue en fait, enfin, il lit aussi Wundt, les psychophysiologues, il lit Tito Vignoli, qui est aussi un penseur évolutionniste. Et donc il développe, Warburg, c'est une sorte d'Aufkläreur très très tardif. euh, qui continue à avoir une pensée assez scientiste, on pourrait dire, même si elle est inquiétée, bousculée de multiples manières. Donc il y a ça, cette ambition qui est la sienne, et puis il y a tout ce qui va dans l'autre sens, tout ce qui déborde en fait ce cadre et qui s'exprime d'abord dans la forme de la pensée ou de l'écriture warburgienne. Il éprouve les plus grandes difficultés à écrire. Il rêve, il l'écrit d'ailleurs, il rêve d'écrire de parvenir à écrire ce qu'il appelle ein großes Buch, un grand livre. Mais en fait, il n'y parvient jamais. Il consigne des notes, et puis des notes qui ont un aspect très fragmentaire, circulaire. Il invente sans cesse des néologismes. Alors l'allemand permet ça de manière particulièrement euh, facile, il fait des jeux de mots en permanence, il construit des mots incroyables. Et puis, il ne publie jamais de livres, seulement des conférences. Et ses œuvres, finalement, sont constituées par un ensemble de conférences qu'il a publiées, par les journaux qu'il tient, par des fragments qui accompagnent un peu en filigrane toutes ces études de cas. Euh, Même son grand livre, enfin le seul grand livre qu'il écrit, qui est l'Atlas, en fait, n'est pas vraiment un livre, l'Atlas Mnemosyne. C'est un objet hybride constitué de séries d'images. Enfin, vous avez sans doute croisé déjà ce livre, mais au départ, d'ailleurs, avant d'être un livre, c'est un objet, un appui que Warburg utilise quand il fait des conférences et qu'il présente à son public différentes images, des constellations d'images qu'il met en relation.
Et puis à la fin de sa carrière, il a cette idée qu'il va reprendre en fait tous les thèmes qui ont été importants pour lui depuis le début, et il construit comme ça cet atlas absolument fascinant. Alors peut-être une petite remarque par rapport à l'Atlas. On a beaucoup écrit que c'était un livre sans texte, même s'il y a une introduction. Mais en fait, en parallèle de la construction de l'Atlas, Warburg consigne des fragments qui sont inédits, qui sont conservés aux archives Warburg. Euh, une partie de ces fragments s'appelle Allgemeine Ideen, donc les idées générales. Une autre partie s'appelle Grundbegriffe, toujours associée à l'Atlas Mnemosyne. Et c'est des fragments extrêmement difficiles à lire. Certains, je vous l'avoue, enfin, demeurent totalement hermétiques. C'est d'ailleurs le cas pour les fragments sur l'expression, qui sont les fragments du début de sa carrière. Donc, quand on les lit, c'est à la fois passionnant et en même temps, il faut être très modeste parce que sinon, on devient, devient fou, je crois, à essayer d'en comprendre l'intégralité. Je referme cette petite parenthèse. Euh, alors, au-delà des difficultés qu'il entretient avec l'écriture, son travail scientifique, en particulier d'ailleurs ses fragments, témoigne de certaines obsessions qui sont les siennes, et notamment d'une tendance à projeter sur l'humanité tout entière certaines formes de pensée. Il écrit d'ailleurs, hein, il écrit, il me semble que l'humanité tout entière et à toutes les époques est schizophrène, et puis il veut se faire lui-même psychohistorien. Euh, et de manière générale, comme l'ont remarqué de nombreux commentateurs, on peut dire que finalement les travaux de Warburg reflètent de manière très précoce et très impressionnante ce qu'il appellera, à partir de son séjour à Kreuzlingen, je vous mets la citation, le thème propre à sa psyché. Alors je vous ai mis petit extrait de Warburg alors qu'il est à Kreuzlingen, et il écrit J'extrais aujourd'hui de mon expérience le thème qui, grâce à la conférence donnée par le docteur Binswanger le 16 novembre 1922, m'est de nouveau clairement apparu comme le thème propre à ma psyché, et grâce auquel je voudrais introduire les contributions que je souhaite faire à la connaissance de la psyché saine et malade d'un homme cérébral. Je voudrais choisir comme titre Images et signes, et comme sous-titre Sélection phobique de la fonction de la mémoire imagée ou de la mémoire en image. Bildgedächtnis. Euh, et j'en arrive enfin petit à petit à Binswanger, cette idée d'un thème de la psyché. Il me semble que c'est très intéressant parce que c'est pile à ce moment-là, alors que Warburg est interné, que Binswanger présente à ses étudiants, à des étudiants en psychiatrie, son approche psychothérapeutique dans un texte qui s'appelle De la psychothérapie, de la façon suivante. Il écrit toute l'histoire intérieure de la vie d'un être, peu importe qu'elle se déroule de façon logique et droite, capricieuse et tortueuse, ne représente rien d'autre qu'un thème historique, thème qui, inépuisable en soi, se rassemble à partir de thèmes principaux, divers et toujours inépuisables, s'édifiant eux-mêmes à partir d'innombrables sous-thèmes. Plus le travail thérapeutique progresse, plus le rapport thématique devient un guide et plus s'estompe l'arbitraire de l'inspiration. Je m'interromps là dans la lecture, mais euh, Warburg reprend vraiment cette idée que, il y a un thème qui travaille tout ce qu'il a fait et qui unit à la fois sa maladie et puis ses travaux scientifiques à partir de cette idée binswangerienne. Alors, j'en arrive enfin à ma deuxième partie, c'est-à-dire à ce que Binswanger a pu trouver dans les travaux de Warburg pré-Kreuzlingen, si je puis dire. Euh, et je vais m'appuyer pas seulement sur ce que Binswanger écrit dans les années 20, c'est-à-dire au moment où Warburg est interné, mais aussi dans les années qui suivent la mort de Warburg, parce qu'il me semble que c'est dans ce début des années 30, Warburg donc, meurt en 1929, que les liens se font plus explicites. Alors, comme l'a rappelé Caroline Gros dans son impressionnante monographie intitulée Ludwig Binswanger, entre phénoménologie et expérience psychiatrique, Binswanger a revendiqué l'influence des travaux scientifiques de Warburg sur ses thèses,
Je cite notamment une lettre envoyée à Freud du 16 septembre 1924, où il écrit lu la psychologie de Schleiermacher avec le sentiment de me retrouver en terrain connu et sûr. Son travail sur l'herméneutique me confirme que mon livre doit commencer par là et s'articuler avec celle-ci. Cette idée s'est faite jour en moi grâce à l'essai de Dilthey sur l'herméneutique et au travail de Warburg sur Sassetti. Alors, je ne vais pas entrer aujourd'hui dans le détail du rapport de Binswanger à l'herméneutique et du rapport entre Dilthey, Warburg, Binswanger sur ce plan-là. C'est peut-être d'ailleurs un point sur lequel je reviendrai beaucoup plus précisément à Cerisy. Mais je voudrais me demander aujourd'hui de quelle manière en fait le travail sur Sassetti en particulier a été important pour Binswanger. Alors, dans cette lettre à Freud, adressée à Freud, il est question du passage du paradigme interprétatif au paradigme herméneutique, et ce passage suppose, comme vous le savez, un basculement essentiel de l'analyse biofonctionnelle des sciences de la nature, qui constitue selon lui encore la base de la psychanalyse freudienne, à ce qu'il nomme l'histoire intérieure de la vie du patient. Donc ça suppose une certaine entente du terme de compréhension, cette idée selon laquelle le sujet humain est capable de se saisir de manière réflexive et puis de saisir l'expression, non seulement sa propre expression, mais l'expression d'autrui. Et bien sûr, ça va être développé bien davantage avec le tournant des années 30 vers la phénoménologie de Heidegger. Donc, en quel sens l'essai de Warburg sur Sassetti a-t-il pu constituer une source d'inspiration pour Binswanger? Pour comprendre cela, il faut revenir sur cet essai de Warburg et puis donc cet essai qui date de 1907 et puis faire un pas en avant dans l'autre sens pour aller chercher un texte qui est de Binswanger qui lui est ultérieur, enfin qui est beaucoup plus tardif, qui s'intitule Le rêve et l'existence et qui date de 1930. L'essai consacré à Sassetti, qui intéresse Binswanger, s'intitule Les dernières volontés de Francesco Sassetti. Il est préparé par un grand travail aux archives de Florence dès 1900 par Warburg. Et puis, peut-être une petite parenthèse, une petite note, il est dédié à Auguste Marceau, qui a été le maître de Warburg à Florence. Et pourquoi je précise cela? Parce que Schmarso, donc c'est un penseur de l'architecture très important, et pour Schmarso, c'est l'un des, comment dire, même s'il écrit depuis l'esthétique et l'histoire de l'art et l'histoire de l'architecture, en fait, c'est l'un de ceux qui pensent le corps propre, même s'il n'utilise pas l'expression de corps propre, mais comme l'ici absolu à partir duquel se déploie l'espace. Et donc l'architecture, elle est dite configuratrice d'espace, mais à partir des possibilités de mouvement du corps. Et ces possibilités de mouvement sont des possibilités cinétiques, physiques, mais aussi des possibilités comment dire, qui sont des directions de sens, quoi, au sens que Binswanger va développer par la suite. Et donc Warburg est familier de cette idée de Schmarso. C'est d'ailleurs aussi grâce à lui que Warburg euh, pense le corps expressif comme un élément central. Donc je reviens maintenant à Sassetti. Euh, Sassetti, donc, c'est un riche mécène du cercle de Laurent de Médicis. Il dirige la banque des Médicis. C'est un grand érudit, enfin, c'est un ami aussi des arts, des artistes, et il commande notamment à Domenico Ghirlandaio des fresques en l'honneur de son saint patron, Saint François, qu'il fait établir dans la chapelle Sassetti, donc, de l'église Santa Trinita de Florence. Des fresques, pardon, dont le programme est vraiment influencé par la lecture des humanistes, en particulier par le néoplatonisme de Marcille Ficin et de Policien. Et bref, Warburg va se plonger dans ces
dans ces échanges en fait entre savants et peintres et mécènes, ce qui est important. Et puis, il tire de cette recherche différents essais, dont un essai sur l'art du portrait de Ghirlandaio, qui analyse notamment cette œuvre enfin cette fresque, la confirmation de la règle de l'ordre de Saint-François, en montrant comment la représentation du mécène et de sa famille au premier plan euh, euh, indique un sens de l'individualité complètement différent de, par exemple, la façon dont Giotto représentait la même scène. Euh, mais ce qui intéresse Binswanger, c'est un autre essai. C'est donc cet essai intitulé Les dernières volontés de Francesco Sassetti. Warburg se penche dans cet essai sur le testament légué par Sassetti à ses fils et il s'efforce d'élaborer à partir de là une sorte de portrait moral euh, du banquier florentin, ou ce qu'il appelle aussi la psychologie d'un laïc cultivé de la Renaissance florentine. Et en fait, il décèle dans la façon dont Sassetti s'empare au soir de sa vie, finalement juste avant de mourir, enfin quelques mois avant de mourir, de sa propre histoire, un type d'individualité tout à fait moderne. Et cette individualité, elle s'incarne pour Warburg dans des choix esthétiques et artistiques très spécifiques, mais aussi dans le fait de ressusciter un héritage païen antique, et notamment la figure de la fortune, la fortuna. Euh, alors, globalement, Warburg essaie de mettre en évidence la présence chez Sassetti d'une tension très féconde entre le sentiment religieux chrétien et la loyauté, disons, à son clan, à sa famille, qui implique donc un mépris de la gloire terrestre, qui implique une soumission au Christ, aux Écritures, et puis de l'autre côté, l'exaltation de l'héritage païen antique, dont l'historien de l'art pense, donc Warburg, pense qu'il indique un nouveau sens de soi ou une conscience de la façon dont l'individu saisit son destin à pleine main. Alors, je vais me concentrer maintenant un petit peu sur ce motif de la fortune, parce que c'est ça qui, à mon avis, fait le lien aussi avec Binswanger. Donc, la Fortuna, vous savez que c'est une déesse romaine, païenne, qui est très ambivalente, qui à la fois est l'incarnation de l'hostilité du monde, c'est un démon des vents, c'est aussi une puissance qui guide la destinée. Et comme l'ont remarqué ou rappelé notamment Christian Beck et Théa Piquet, qui sont des historiens de la Renaissance, la fortuna est une notion vraiment essentielle pour ces Florentins du Quattrocento. Elle représente, je cite Christian Beck, le type même des contingences imprévisibles qui affectent affaires et existences en apportant retard, ruine, péril et mort. Et pour Warburg, elle est un élément donc proprement antique, mais qui est ressuscité dans des formes nouvelles, et notamment dans l'art de l'impresa, qui est vraiment cet art qui apparaît au XVe siècle, et qui, donc c'est l'art des devises, hein, c'est une image qu'on associe à un motto, euh, et ces devises sont dans la continuité, bien sûr, avec l'héraldique médiévale, mais au lieu d'exprimer l'appartenance à un clan, à une famille, elles expriment, ces impresses, un très fort désir d'individualisation. Euh, donc elles sont le fait d'un individu en particulier. Et donc la fortune est un des objets ou un des motifs iconographiques particulièrement présents dans ces devises. Mais la façon dont les marchands florentins ou les banquiers florentins du XVe siècle la comprennent diffère de celle de l'Antiquité romaine. Cette fortune, elle subit des métamorphoses formelles qui inversent énergétiquement son sens, selon l'expression de Warburg. Et cela apparaît notamment dans les dernières volontés de Francesco Sassetti, puisque Sassetti enjoint à ses enfants de se rapporter à la fortune avec un mélange de prudence et d'action déterminée. Et en fait, il s'inspire dans sa représentation de la fortune, il s'inspire grandement d'un autre texte d'un de ses contemporains, euh,
qui s'appelle Giovanni Rucellai, qui est un riche mécène, lui aussi très proche des Médicis, et du livre que celui-ci a écrit et confié à ses fils, lui aussi, le Zibaldone, dans lequel en fait Rucellai euh, étudie, disons, à travers tout un corpus de philosophes qui vont d'Aristote jusqu'à Marcille Ficin, donc vraiment à la fois des philosophes antiques et puis jusqu'à vraiment les contemporains de son époque. Et il essaie de voir, à partir de ce corpus, quelles sont les différentes manières dont l'homme peut se confronter à la fortune. Et donc, voilà, il passe en revue à la fois une vision tragique de l'homme dans laquelle l'homme est totalement soumis au bon vouloir de cette fortune, euh, à une vision plus contemporaine dans laquelle certaines qualités spécifiques de l'homme lui permettent de lutter contre la fortune en y adjoignant ses propres forces. Et là, l'image que je vous montre, ici, vous voyez le médaillon de Rucellai. Alors, il faudrait que je puisse agrandir, voilà, si je peux. Avec la fortune qui est représentée ici sur une petite barque en tenant une voile. Et puis, ce motif est repris dans une gravure qui est faite pour le mariage du fils de Rucellai avec la sœur aînée de Laurent de Médicis, et dans laquelle c'est son fils lui-même qui est représenté tenant la voile. Et l'inscription est un peu effacée, mais il est écrit, euh, alors pardon pour mon italien, Io lascio portare alla fortuna sperando al fin d'aver buona fortuna. Donc je m'en remets à la fortune en espérant, j'abandonne mon sort à la fortune en espérant trouver bonne fortune ou euh, qu'elle soit, qu'elle me sourie, disons. Euh, et donc, Sassetti est très influencé par cette perspective de Rucellai. La fortune ainsi figurée devient, en fait, c'est un nouveau motif parce que auparavant, on figure beaucoup plus souvent la fortune comme la fortune à la roue et les hommes comme dépendants, en fait, n'ayant aucune prise sur les décrets de cette fortune. Donc là, je vous ai mis simplement des illustrations de cette fortune à la roue. Euh, et Cassirer, dans Individu et Cosmos, souligne ce basculement en disant, en écrivant, au lieu de fortune à la roue, qui saisit l'homme et l'entraîne dans son cycle, qui tantôt l'élève et tantôt le roule dans l'abîme, voici fortune qui fait voile, et elle ne conduit pas seul le navire, l'homme lui-même est à la barre. Donc, alors qu'elle incarnait une puissance à laquelle l'individu était soumis, elle devient une puissance à laquelle l'homme d'action, à la fois intelligent et prudent, peut joindre ses forces, voire dont il peut espérer influencer les décrets. Et donc Sassetti, lui, incarne ce passage entre la vie telle qu'elle est régie par le clan, par la famille, par la tradition, à une vie où l'individu prend conscience de de son sa propre agentivité, si on peut dire, avec des termes un peu anachroniques, s'empare de son destin et est capable d'en rendre compte sous une forme narrative. Et ça, c'est essentiel. Et donc, j'en arrive maintenant à Binswanger. Euh, Binswanger, dans ce texte de 1930 intitulé Le rêve et l'existence, souligne la différence qui existe entre l'homme antique et l'homme moderne en affirmant que finalement, l'homme antique vit dans un cosmos où tout ce qu'il éprouve au moment de prendre des décisions est déterminé par les dieux. Et donc les frontières entre l'espace intérieur et l'espace euh, extérieur, entre expérience vécue et l'espace cultuel de la religion, se confondent en fait. Et donc, dans le rêve, ce qui se manifeste, ce n'est pas le courant vital de l'individu seul, mais c'est la race, la famille, que lie un destin. Et l'homme moderne, au contraire, c'est un homme pour qui la distinction entre intérieur et extérieur est extrêmement importante et forte.
Et Binswanger estime que que cette distinction en fait est une antithèse, je cite, néoplatonicienne, chrétienne et romantique. Et en fait, Sassetti va chercher dans l'antique des motifs, celui de la fortune, mais il les relie via Rucellai notamment, euh, il les relie à l'aune de lectures néoplatoniciennes renaissantes, notamment celle de Marcille Ficin. Euh, donc, Sassetti est un modèle d'émancipation moderne en un sens, au sens, enfin, selon tel que Warburg le présente, euh, mais il, le, il va puiser dans cet héritage antique en le relisant d'une manière moderne, et c'est ce qui lui permet, selon Warburg, de construire un rapport conscient à sa propre individualité. Euh, et toujours dans ce texte, Le rêve et l'existence, Binswanger élabore une distinction importante entre le rêve et la vigilance. Et puis, il parle du rêve comme cet état dans lequel je ne sais pas ce qui m'arrive. Et il, donc, on est bien individu au sens de l'identité numérique, mais on ne se distingue pas comme tel au sens où on n'a pas de prise sur ce qui nous arrive. La vigilance, au contraire, il la formule comme de la façon suivante. Donc, je cite, l'homme vigile jaillit du rêveur au moment insondable où il décide non seulement de vouloir connaître ce qui lui arrive, mais aussi d'intervenir lui-même dans la marche de l'événement, d'introduire dans la vie qui s'élève et qui tombe la continuité et la conséquence. À ce moment-là, il fait quelque chose, mais ce qu'il fait, ce n'est pas la vie, car l'individu ne peut pas la faire, mais c'est l'histoire. Pour nous rattacher à une discrimination par nous établie il y a quelque temps, disons que l'homme rêvant est une vie biologique, tandis que l'homme vigile fait une vie historique. Et en vérité, il fait bien l'histoire de sa propre vie, la biographie intérieure avec laquelle il ne faut pas confondre l'histoire extérieure ou histoire du monde, dans laquelle il ne dépend en nulle façon de lui seul qu'il s'y introduise ou ne s'y introduise pas. Euh, donc, en ressaisissant pour ses fils, au crépuscule de sa vie, le fil de son existence, Sassetti a pu apparaître, c'est une hypothèse, hein, comme une personne individuelle, au sens que Binswanger avait donné à ce terme dans un texte de 1924 intitulé Fonction vitale et histoire intérieure de la vie, c'est-à-dire comme le noyau originaire ou centre des expériences vécues. Et on peut considérer que son testament participe, en quelque sorte, avant la lettre, enfin, ou constitue en quelque sorte un rapport spirituel de contenu vécu que l'on peut appeler une forme d'histoire intérieure de sa vie. Alors, c'est ce que j'imagine que Binswanger peut saisir dans l'essai de Warburg sur Sassetti. Euh, le texte de Binswanger porte en fait sur le moment où l'individu cesse d'être le jouet de la vie, ce qu'il appelle la vie dans l'ascension ou dans la chute, pour devenir un sujet acteur de sa propre vie. Euh, et il me semble, alors on va encore faire un pas en avant dans la chronologie, mais il me semble que c'est très bien résumé par un commentateur de Binswanger, dont je vous mets la citation ici. Euh, donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer, mais repris à l'aune du lexique des années 30 que Binswanger emprunte à Heidegger notamment. Euh, Pouvoir faire quelque chose de ce que la fortune fait de nous, c'est en cela que pourrait résider un moment essentiel du sens de l'ipséité, dans le mouvement qui se tient, subissant l'épreuve de la passivité, la transcendant et cependant faisant fond sur elle. Donc, il me semble que c'est cette idée de ressaisir sa propre facticité et de la transcender, c'est en un sens le rapport que Sassetti entretient avec la fortune. Tel qu'il est compris par Warburg. Ça va? Je- J'espère que je vais pas trop vite. J'en arrive à un dernier temps parce que j'ai parlé de chute et d'ascension. J'espère que j'ai encore un petit peu de temps. Là, ça fait presque... On est bon au niveau du temps. Oui, on est bien là, il est 7 heures. Ok. Euh,
Donc, voudrais donner dans un dernier temps un autre exemple de la façon dont la chute et l'ascension constituent des motifs essentiels à la fois pour Warburg et pour Binswanger. Et puis, non seulement des motifs essentiels, mais il y a, à mon avis, des passerelles qui existent entre eux sur ce point-là. Euh, et je m'appuierai cette fois non pas sur les travaux qui sont antérieurs à l'arrivée de Warburg à Kreuzlingen, mais sur les travaux plutôt de la fin de sa carrière, après sa sortie de Kreuzlingen, et notamment sur les toutes dernières années, qui constituent une période extrêmement productive en fait sur le plan intellectuel. Euh, donc pendant les 2 dernières années de sa vie, notamment en 1928-1929, Warburg s'intéresse de très près à la figure de Giordano Bruno et aux motifs de l'ascension et de la chute, à partir notamment de l'étude de l'iconographie du mythe de Mitra et de celle du mythe de Phaéton. Euh, et je vais essayer en fait, pour Warburg, pour le dire très rapidement, Mitra et Phaéton, c'est l'envers et l'endroit d'un même, comment dire, d'un même désir finalement, le désir humain de se dissoudre, de perdre ses contours. Phaéton, c'est la chute dans la matière, là où Mitra incarne l'élévation et l'absorption du cosmos en soi. Donc il y a d'un côté une perte de soi dans la matière, c'est celle de Phaéton, et puis de l'autre côté, enfin qui s'abîme d'ailleurs, enfin vous connaissez le mythe, je pense, qui s'abîme par présomption en fait dans dans le chaos. Et de l'autre côté, Mitra comme figure de la victoire, de l'ascension glorieuse et de la métamorphose en fait dans la divinité, puisque Mitra devient Sol après avoir vaincu le taureau. Euh, Vous me direz hein, si tout ça, c'est pas, si vous voulez que je précise des choses. Mais je ne veux pas passer trop de temps sur Mitra et Phaéton, mais simplement dire que euh, c'est Warburg avait montré en fait dès ses premiers travaux que cette aspiration à s'étendre, à étendre le soi, ou au contraire la crainte de se dissoudre, constituait la base du paganisme et de ce qu'il appelait la causalité anthropomorphe. Et il opposait à cela la façon dont euh, la modernité construit des formes, délimite des périmètres et crée un espace de pensée à partir desquels l'homme peut s'orienter sans se projeter lui-même, donc sans avoir ce besoin anthropomorphe de projeter ce qu'il sait de lui-même sur les phénomènes qu'il ne comprend pas. Euh, à partir de l'étude de Giordano Bruno, il y a autre chose qui intervient parce que en fait, l'historien de l'art cherche à comprendre comment un penseur qui, au départ, est attaché à la sphère du paganisme, à la magie, qui a toute une activité euh, qui s'intéresse beaucoup à l'astrologie, etc., comment ce penseur peut penser l'infini d'une manière moderne, c'est-à-dire abstraite, mathématique. C'est-à-dire comment il peut, je cite Warburg, euh, accomplir l'acte créateur de la sage réflexion, donc la fameuse Besonnenheit, qui produit un espace de pensée, à partir d'un acte d'abandon héroïco-érotique au chaos et à la huée. Euh, donc, Warburg va essayer de comprendre comment cette, ce désir pathique d'absorption dans la matière peut se combiner chez Bruno avec la pensée de l'infini et avec une modernité essentielle. Euh, alors, j'entre un petit peu dans le détail de Bruno. J'ai écrit il y a quelques années un article, si vous voulez plus de précision, je vous renverrai à la fin vers cet article. Mais Bruno essaie de comprendre ou de faire coïncider ce qu'il appelle la loi de la vicissitude universelle, c'est-à-dire la loi du changement permanent, de la dégradation, du multiple, avec l'idée de l'un et de l'infini. Euh, et cet infini, il conçoit très bien qu'il n'est pas saisissable dans une intuition sensible. Et Bruno va emprunter de nombreux éléments à la cosmologie de Plotin
et notamment cette idée qu'on ne peut devenir capable de penser ce principe unique dont tout procède qu'en s'élevant philosophiquement sur une échelle qui comporte différents degrés, donc par vraiment un travail d'élévation intellectuelle. Et les trois derniers degrés de cette échelle, selon Bruno, tel qu'il lit Plotin, ce sont le désir, la transformation de soi en la chose et la transformation de la chose en soi. Et donc, ici, ce que Warburg craignait le plus, c'est-à-dire la dissolution de soi dans la chose et la dissolution, enfin, l'augmentation de soi par l'absorption des choses, n'apparaît plus comme ce qui nous entraîne dans le chaos sans forme, mais apparaît comme ce qui nous permet d'atteindre une forme non intuitionnable de penser en fait l'infini. Donc l'abandon à la matière de Bruno ne constitue plus une menace pour la sage contemplation, pour la Besonnenheit, mais au contraire finalement sa condition. Et Warburg va aussi étudier, enfin, il va étudier différents textes de Bruno, et notamment un autre texte, parce que là, pardon, j'ai pas précisé, mais le premier texte dont il s'agissait, c'était Les Fureurs héroïques. Le second texte sur lequel il s'appuie beaucoup, c'est L'expulsion de la bête triomphante, qui est publié par Giordano Bruno en 1584 et qui figure, pour le dire très rapidement, le passage de la croyance à l'extériorité des valeurs, qui serait située dans un monde, enfin qui serait commandé en fait par des dieux, à une morale située au cœur de la conscience individuelle. Et je m'appuie encore une fois sur Cassirer, qui, dans Individu et Cosmos, s'appuie beaucoup lui aussi sur Warburg. Euh, Cassirer écrit, pour Bruno, c'est précisément la dignité intellectuelle et morale de l'homme, son concept de la personne, qui exige un nouveau concept de monde. Partout dans la proclamation de la vision cosmologique, on sent cette passion subjective. Partout dans son œuvre, l'accent véritable est mis bien moins sur l'univers que sur le moi qui instaure en soi cette vision de l'univers. La nouvelle vision du monde se présente intégralement sous la forme d'une nouvelle impulsion, d'un élan et d'un jaillissement nouveau. L'homme ne trouve son vrai moi qu'en attirant en soi l'infinité du tout et en élargissant son être réciproquement jusqu'à l'infini. Donc ici, l'élévation dont il s'agit avec Giordano Bruno, elle est graduelle, elle est le fruit d'un travail, elle est marquée par des formes et figurée notamment par cette image plotinienne d'une échelle que l'esprit doit gravir. Euh, Ici, je repasse à Binswanger parce que il me semble que cet élément, cette idée de s'élever par degrés selon une échelle et de le faire de manière, comment dire, que cela permette d'accéder à une forme, à des formes, que ce soit des formes artistiques ou des formes scientifiques, ça constitue des éléments de réflexion très importants pour Binswanger au début des années 30 et notamment dans son essai intitulé Du sens anthropologique de la présomption, mais c'est aussi très présent dans le texte Le rêve et l'existence, et bien sûr également sur la fuite des idées. Euh, il me semble que c'est un des aspects qui permet de penser ce que Binswanger avait proposé, mais sans vraiment le réaliser, à Max Warburg, donc le frère de Warburg, un jour en disant, je me suis demandé s'il serait intéressant de voir le psychiatre prendre la parole sur les transitions qui existent entre les idées scientifiques de Warburg et puis ses idées délirantes. Et il l'a jamais fait, il l'a jamais proposé, mais il me semble que cette idée, enfin, cette passion de Warburg pour les questions liées à l'ascension et à la chute du philosophe furieux de Bruno, donc, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent d'articuler l'aspect scientifique et puis l'aspect plus pathologique, disons, de, de l'œuvre de Warburg, si on peut dire. Euh, alors, comme vous le savez, Binswanger distingue le mouvement par lequel
l'homme de science ou l'artiste s'élève en donnant forme à quelque chose, de l'élévation ou l'ascension qui est suivie d'un égarement dans la hauteur, cette Verstiegenheit de l'être maniaque. Le premier suppose un travail, une élévation graduelle sur ce modèle plotinien de l'échelle. Le second constitue une ascension dans laquelle il n'y a plus de forme, et puis c'est suivi finalement d'un flottement. Il n'y a plus d'échelle ni de barreau, mais un espace dans lequel tout est à portée de main, tout est réduit à l'instantané, dans une forme d'extase. Et cette ascension ou ce flottement au cours desquels la vie est devenue non problématique et la tension entre sujet et objet est abolie. Alors, bien sûr, Binswanger reconnaît que le type de joie festive qui se déploie dans cet espace non problématique de l'expérience maniaque a une racine commune ou est dans la continuité avec la joie festive de la vie esthétique. Mais la vie esthétique ne débouche, selon Binswanger, sur l'art que lorsque ce geste festif ou cette joie d'exister s'exerce, je cite, dans le monde des objets et en arrive à la présentation. Mais lorsqu'elle perd l'assise qui permet à cette vie esthétique d'être investie dans des objets, d'être délimitée par eux, pour reprendre un terme warburgien, le risque est pour le sujet une dissolution dans cette vie non problématique caractérisée par la fuite des idées. Et Warburg, lui, a cru ou a pensé que les formes symboliques qu'il étudiait et qui contribuaient à façonner par son travail le prémunissait en un sens de cette expérience de la dissolution de soi qu'il redoutait entre toutes. Et il a bien compris que le corps vécu constituait à la fois l'interface et puis le point d'articulation et d'ouverture entre les différentes formes de l'espace, ces formes que Cassirer allait nommer très peu de temps après la mort de Warburg espace mythique, espace théorique, espace esthétique. Mais il y a quelque chose, il me semble, que Warburg n'a pas saisi et qui apparaît comme une lacune en fait très grande, il me semble, dans son approche de la relation du sujet au monde et de l'orientation du sujet en lui-même et dans le monde. Et c'est précisément, enfin cette lacune, c'est ce que Binswanger identifie comme peut-être la cause et la conséquence en même temps de cet égarement dans la hauteur, c'est la perte ou l'ignorance de l'altérité ou de l'intersubjectivité ou de l'amour. Je pense qu'il utilisera ce terme plus tard. Euh, mais il me semble donc que si je reviens un petit peu au point dont j'étais partie au départ, donc de la lettre de Binswanger à Freud, non seulement la vie psychique ne saurait être réduite à cet ensemble biofonctionnel, donc il y a cette idée d'histoire intérieure de la vie, mais il faut prendre en compte également ce fait que le Dasein existe dans un monde commun, dans un Mitwelt. Ce Mitwelt, il définit son orientation tout autant que la façon dont l'individu se rapporte aux formes symboliques. Et ce Mitwelt ou ce Miteinandersein, Warburg l'ignore totalement dans son travail. Euh, et ça m'a frappé en fait en préparant cette communication, finalement, alors même que Warburg est obsédé, on pourrait dire, par les questions liées à la mémoire, en particulier dans la dernière partie de son œuvre, en fait, il ne parvient pas vraiment à penser la temporalisation de l'expérience individuelle. Il pense la mémoire à partir des travaux notamment de Ewald Hering et de Richard Zeman, comme un ensemble, il utilise l'expression de Zeman, un ensemble d'engrammes. Il parle aussi parfois de dynamogramme. Et ces engrammes, en fait, ce sont comme des traces euh, mnésiques qui peuvent être réactivées dans certaines circonstances. Et ces engrammes mnésiques, il les compare, enfin, il utilise une métaphore qui est déjà présente chez Ehring. Il les compare à des cordes, comme les cordes d'un instrument, en fait, qui peuvent vibrer et dont on peut retrouver donc le son
de manière, comment dire, en fait, qui rendent présentes des expériences parfois extrêmement anciennes ou archaïques. Euh, mais tout se passe comme si l'épaisseur temporelle de la vie individuelle, psychique, n'était pas prise en compte. En fait, comme si il n'y avait pas du tout chez Warburg de prise en compte de cette histoire intérieure de la vie. Et donc, il me semble que le reproche que Binswanger fait à Jung quand il écrit que Jung glisse de la psychologie à la mythologie parce qu'il prend les images en tant qu'expression de la conscience du genre humain et non pas en tant qu'expression de la conscience humaine de soi, pourrait être appliqué à Warburg. Finalement, le sujet warburgien, malgré l'exemple qu'il prend euh, de Sassetti, n'est pas pensé dans l'épaisseur temporelle qui est la sienne, en raison même, il me semble, de l'absence de thématisation de l'intersubjectivité de son être dans le monde. Et en fait, Warburg, c'est comme s'il faisait une sorte d'histoire de la culture qui atomise les individus. On constate qu'il n'est pas question d'intersubjectivité et que l'altérité elle-même, elle est toujours prisonnière ou elle est toujours pensée en quelque sorte selon la polarité vainqueur-vaincu. Il n'y a pas de relation de réciprocité, mais il y a une relation, vraiment une relation de confrontation, oui, de vainqueur-vaincu, c'est toujours la façon dont il pense le rapport à l'autre. Et donc c'est là, je pense, un des points de rencontre entre la dimension scientifique de ces travaux et la dimension, hélas, pathologique à un certain moment de son existence ou de son parcours. Voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions, j'imagine. Ok, j'ai enlevé le PowerPoint et tu es revenu à l'écran. Ok, eh ben, beaucoup de choses. Quel exposé qui part dans beaucoup de directions et avec beaucoup d'intensité et qui crée, en tout cas chez moi, de l'évocation plus qu'une saisie précise qui me ferait dire là, à l'instant, une question. Mais peut-être que dans notre auditoire bien plus aguerri, des questions sont déjà prêtes à fuser. En tout cas, merci pour cet exposé qui ramasse plein de choses et nous donne beaucoup à penser en tous les cas pour cette conjonction cassirérienne et binswangerienne. Je vous en prie, j'espère que c'est pas trop touffu. Il y a beaucoup de choses, mais c'est enregistré, on peut y revenir. Et puis peut-être, est-ce qu'on pourra avoir ton PowerPoint, le mettre Oui, bien sûr. faire un Ouais. PDF et le mettre dans le séminaire, comme ça les gens pourront le consulter. Et puis peut-être tu as évoqué différents ouvrages en cours de route. Peut-être faire une petite biblio, de ramasser tout ça. Ouais. Oui, oui. À la fois les ouvrages de Warburg, mais pas que. Oui, oui, à la fin du PowerPoint, j'ai mis une bibliographie. Ah, cool, Vous pourrez aller voir. super. Ça sera précieux. Mais alors moi je connais en fait moi je viens de j'arrive de la plutôt de l'esthétique et de Warburg et donc si vous avez des choses côté Binswanger, je suis très preneuse parce que c'est pas du tout mon terrain de départ en fait. Donc j'imagine qu'il y a des je sais pas peut-être des choses qui vous ont euh, que vous entendez, comprenez différemment de moi ou que vous pouvez préciser même peut-être ou sur lesquelles on peut discuter. Certainement. Mhm. Ouais. Oui, non, vas-y, essaie. Moi, je vous remercie beaucoup. Il y a des passages qui sont pour moi à retravailler ou en vous réécoutant ou en vous relisant, à approfondir comme vous le faites vous-même. Mais par exemple, au niveau de Verstiegenheit, il y Mhm. a une grande œuvre de Binswanger sur un de ses artistes qui le préférait Mhm. de Mhm. loin, Ibsen. Oui, oui. Et donc, Sohn est le constructeur, cette analyse qu'il a fait de cette pièce de théâtre de Ibsen pour justement, pour mieux
articuler toutes les dimensions pathologiques et esthétiques Mhm. ils vont l'indiquer très, très, très explicitement dans ce texte-là, de la Verstiegenheit. Donc, c'est un des textes que je vous... Mhm. Quand vous dites, ben, donnez-moi des textes sur la Verstiegenheit, par exemple, donc son commentaire C'est le constructeur sur polonais. Solnezigkeit, Mhm. comment? Oui, oui, pardon, Il y a quelqu'un, comment il s'appelle, Michel Dupuis. Nicolas, tu ne sais pas, Michel Dupuis, qui l'avait traduit, ce texte de Binswanger, et avec une superbe postface de Mhm. Maldinet, qui est Elle quand m'a dit. même le grand spécialiste de Binswanger, Ouais, ouais, ouais. à travers leur rencontre. Mhm. Deuxièmement, ce qui m'avait énormément frappé, et ça vous le toucher à la fin, si j'ai bien compris, cette difficulté de la possibilité de la rencontre de l'autre, ben justement, je crois. Mhm. C'est ça qui définit sa psychose. Mhm. Ah, Ouais, voilà. je suis d'accord. Il n'a pas arrêté d'essayer, si j'ai bien compris. Hein. Il n'a pas arrêté d'essayer de rencontrer l'autre. Mhm. Ben, par exemple, quand il donne, je pense que c'est dans La guérison infinie, parce que moi, vous avez super, je vous remercie beaucoup, madame, hein, que vous avez eu cette force de lire dans les textes même de Warburg. Ça alors, je- Alors, il y a des moments où j'ai rêvé de le faire, j'ai jamais eu le courage. mais je dois vous préciser peut-être une chose, j'ai eu aussi beaucoup de chance parce qu'il se trouve qu'au tout début de ma thèse, un peu par hasard, j'ai rencontré un éditeur et un traducteur qui étaient en train de travailler sur des textes de Warburg. Et j'ai été, je dis de la chance parce qu'ils m'ont coopté sans me connaître. Et donc j'ai travaillé avec Sacha Zilberfarb, qui est un traducteur extraordinaire. C'est vraiment un... Oui, vous le disiez tout à l'heure, oui. Et j'ai pu être comme ça vraiment dans l'atelier du traducteur. Euh, Ah, j'ai fait un glossaire pour les fragments sur l'expression, donc c'était assez dur parce que ouais, comme je disais, il y a des fragments, ils demeurent hermétiques en fait. Enfin, on peut passer des nuits à, à s'arracher les cheveux dessus, mais il a fallu à un moment se dire, bah, on comprendra pas tout, c'est pas grave en fait. Mais le fait d'avoir on m'avait donné cette tâche de faire un glossaire, et on a travaillé avec Sacha pendant peut-être 1 an et demi, où on faisait des sessions, où on discutait ses traductions à lui des fragments. Et moi, comme j'essayais de faire le glossaire, en fait, je lui disais, mais là, tu penses vraiment que... Et en fait, c'était pour moi très, très formateur. Enfin, ça a été exceptionnel. Je pense pas que j'aurais pu... Enfin, ça aurait été beaucoup plus difficile de ne pas avoir cet accompagnement, en fait, de Sacha. ouais. Ben oui, mais tant mieux pour vous, hein. Super, mais même quand vous donnez cette analyse qu'il a fait sur Bruno, c'est extraordinaire quand même. Ça aussi, c'est un travail dur à traverser ce texte de Warburg, non ou pas? Vous y Oui, êtes oui, oui, habitué? oui, oui, je m'y suis habituée en un sens. Ah ben dis Après, donc. sur Bruno, je vous renverrai, j'ai publié dans la revue belge Fantasia un Oui, article sur Bruno et Warburg, enfin sur la lecture que Warburg faisait de Bruno. Et c'était assez difficile parce que Warburg, il a quand même un rapport aux auteurs aussi très... il en fait sa petite cuisine, disons. Il a des motifs qui l'intéressent et puis il va chercher. Enfin, c'est presque un travail d'artiste plus qu'un travail oui. d'historien de la pensée. Donc, enfin, c'est passionnant, hein. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Mais on se heurte parfois voilà, au fait qu'il a pas forcément la rigueur. Enfin, ça fuse quoi dans toute sa. Il n'a pas forcément la rigueur scientifique de ses interlocuteurs, d'un cassireur ou de... Oui. Ouais. Mais si je peux me permettre, pour revenir sur cette impossibilité et cet essai qu'il a toujours essayé de faire, toujours, je ne sais pas, mais cette impossibilité d'être à la rencontre de l'autre, Mhm. et il dit quelque part, je pense que c'est dans La guérison infinie, de tout petit, il Mhm. était de telle sensibilité, Mhm. d'une telle angoisse d'être ce qui peut arriver autour de lui et ce que peut l'autre Mhm. peut induire, que toute sa vie. Il dit, j'ai essayé de me défendre contre
le trop de l'autre pour essayer de le rencontrer là où c'est plus simple pour le rencontrer. Il dit, c'est pas là que il dit, le mot que j'aime le plus au monde, dit, c'est presque le mot phobie. C'est ce mot-là qui me dirige dans la vie presque, pour Mhm. essayer de trouver une mesure Mhm. avec l'autre. Parce que quand, je ne sais pas, c'est intuitif. Ça m'a toujours presque ému, mais je n'en sais rien au niveau concrètement. Son rapport avec ses frères. Mhm. Je trouve qu'ils étaient extrêmement chaleureux, ces rapports avec ses Mhm. frères. Un peu conflictuels, certainement avec Max. Mais il y avait aussi un lien avec Paul quand il est aux États-Unis, et Oui. qu'ils étaient chaleureux, Mhm. ces rapports. Je ne sais pas si vous savez un peu plus sur ces rapports familiaux et surtout avec ses frères à un certain moment. Que ce Avec n'était ses pas sœurs. simplement des. Pardon, oui, Non, non, je vous en prie, non. finissez si vous voulez. Avec ses Alors, frères, je pense. allez-y, allez-y. Le rapport, en effet, est très. Il se maintient, non seulement est chaleureux, mais se maintient alors que quand même, Oui, il contribue à financer tout ce qui va devenir l'Institut oui, Warburg, enfin, cette bibliothèque immense, et puis cet institut de recherche qui est un institut privé, finalement. Euh, mais il me semble que plus encore que la relation avec ses frères, le compagnonnage qui s'établit entre lui et Fritz Axel, ou lui et Gertrude oui, Fink, qui oui. sont au départ ses assistants, mais qui C'est la deviennent vraiment secrétaire. des compagnons de. Oui, Pas juste des collègues, en fait. Et donc, il me semble que la rencontre de l'autre, elle se fait quand même à ce moment-là. Enfin, j'ai l'impression que oui, dans la construction commune de cette œuvre, parce que finalement, l'Atlas Mnemosyne, c'est autant l'œuvre de Warburg que celle de Gertrude Bing, je dirais. Enfin, c'est vraiment, oui, elle est essentielle, hein, oui, mais en effet, dans sa façon de conceptualiser, enfin, si on peut dire conceptualiser, de penser l'orientation de l'homme dans le monde, le rapport phobie, désir-phobie, c'est ça qui caractérise l'ensemble. oui, Et puis, il voit toujours l'autre comme un. Enfin, il y a vraiment cette idée que on demeure des prédateurs et des proies. Donc, cette polarité vainqueur-vaincu, elle ressaisit ça d'une autre manière, mais il a toujours peur. Enfin, Enfin, il pense pas d'alternative, enfin, il pense pas la relation de réciprocité, le jeu et le tu, pour parler comme Buber. Enfin, il pense. Ouais. je sais pas. Tout, à un moment donné, il y a un copain en Belgique qui avait trouvé le livre de Jacques Attali, L'homme de fortune. Mhm. Vous savez, sur la dynastie Warburg, Mhm. Mhm. au niveau financier, économique et bancaire, ou je ne sais pas quoi, Mhm. etc. Et quand j'ai lu ça, mais bon, je ne lisais pas les passages sur l'économie et sur les finances, je ne comprends rien. Mais sur les rapports de cette famille, de cette Mhm. dynastie Warburg, avec les éléments de la politique, l'évolution de la politique, par exemple, entre la Première et la Deuxième Guerre, et la réindustrialisation de l'Allemagne, et la place du juif dans cette réindustrialisation de l'Allemagne, et la place que les Warburg avaient comme une autorité même et Mhm. un pouvoir énorme en étant en même temps toujours à l'affût de qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va nous arriver. C'est pas possible. Un des frères qui dit c'est pas possible, ils vont garder quand même notre expertise financière et économique en étant juif. Et l'autre qui dit non, 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 on doit faire attention. Donc il a grandi dans cette Mhm. peur Mhm. réelle, une Oui, peur oui, très c'est vrai. réelle. Et en même temps, ils ont fait un énorme travail quand même, par exemple, pour dire actuellement, pour la Palestine pour deux États. C'était les Warburg, quand je lis ça chez Attali, hein, Mhm. c'était des Warburg qui étaient vraiment des promoteurs de deux États. Qu'est-ce Mhm. qu'ils ne risquaient pas, etc., etc. Et lui, avec sa fragilité de tout début de sa vie, ben, il n'a pas pu tenir. Et Max, il vient souvent à l'hôpital. Ça Mhm. m'avait énormément touché, Mhm. que cette proximité de ses frères, dans la prise en charge même de, 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 de leurs frères. Et quand Binswanger écrit des lettres extraordinaires à la femme de Warburg et tout ça continuellement, c'est très très beau. Magnifique. Oui, oui, c'est très magnifique. Oui.
Ben bon, voilà. Merci quand même. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Merci à vous pour vos Ouais, remarques. merci. Ben, merci Marc pour avoir ouvert un peu la discussion. Est-ce que d'autres interventions avec ces éclairages et cette culture qui permet d'ouvrir encore d'autres espaces? Qui souhaiterait intervenir ou demander un éclaircissement ou faire un commentaire? Alors, il y a quelqu'un qui a écrit une question. Considérez-vous que la pathologie de Warburg a fini par façonner votre méthodologie de recherche? Non, je Plus pense fort, plus fort. pas. En fait, moi, comment dire? Je pense que les textes je pense que les textes de Warburg ont quand même comment dire, cet attrait ou cette un peu, enfin comment dire, en France en fait, Warburg a été rendu célèbre ou est revenu, disons, sur la scène de l'histoire de l'art grâce essentiellement au travail de George D. Huberman qui a été très important. Mais en fait, la lecture de George D. Huberman est extrêmement pathologisante, si je puis dire. Et moi, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai dû un peu me défaire. Enfin, moi, j'étais arrivée à Warburg par Lydie Berman, un peu, j'ai envie de dire, comme tout le monde en France. Et j'ai dû me défaire de ça, aller vraiment travailler dans les textes, et puis m'efforcer de ne pas succomber justement à l'attrait, enfin, à l'aspect pathologique très séduisant en un sens. Euh, enfin, ou à cette lecture un peu pathologisante de Warburg. Donc j'ai essayé de faire exactement l'inverse qui était un peu aride, disons, mais qui a été très important en fait au début de ma thèse. C'était vraiment un garde-fou, quoi, entre guillemets. Euh, et après, la forme de l'écriture warburgienne fait que voilà, le travail qu'on avait établi dans le glossaire, cette idée de choisir certains termes et puis de les mettre en Oui, constellation, ça, c'était une manière de respecter la langue warburgienne ou sa manière de penser à lui, tout en s'efforçant de produire quelque chose qui donne des repères, quoi, qui permettent de s'orienter dans son œuvre à lui. Parce que la question de l'orientation du monde, de l'homme en lui-même et dans le monde, elle est essentielle pour Warburg. Mais la question oui, de l'orientation du lecteur dans l'œuvre de Warburg, c'est aussi, c'est le calque de ça. oui. Donc voilà. Moi, je me suis un peu méfiée de... Enfin, comment dire? J'ai beaucoup de respect pour le travail de Georges Huberman, mais souvent j'ai eu l'impression, et d'ailleurs je lui ai dit une fois quand on s'est rencontrés à un colloque, j'ai l'impression qu'il se rapportait à Warburg presque plus en artiste que en historien de la pensée. Ce qui est très bien, enfin, c'est aussi très intéressant, et d'ailleurs ça a donné lieu, je pense, à beaucoup de comment dire, la façon dont Warburg est utilisé aujourd'hui, bien au-delà de l'historiographie de l'histoire de l'art, dans différents domaines, par, je sais pas, même des artistes, dans le domaine du cinéma, dans le domaine de... C'est en partie redevable, en grande partie redevable de la lecture de Didier Huberman de Warburg. Mais c'est vrai que moi, j'ai essayé de faire un peu autre chose, et donc Oui, oui, j'entends, oui. de pas aller dans cette voie-là, quoi. Dans cette alogique. Oui, oui, dans cette de pas m'engouffrer. Enfin, la pathologie de Warburg, je pense que ça reste. Enfin, c'est un domaine en soi qui est très intéressant, mais ce qui me semble intéressant, c'est plutôt de faire ce que fait Binswanger, c'est-à-dire d'aller voir quels sont les liens entre ces idées Oui, 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 c'était une scientifiques. bonne approche, hein, oui, c'est une entrée, oui. Euh, Et la lecture de Agamben, alors, la lecture d'Agamben, par exemple, Agamben dit que il y a cette idée de science sans nom. oui, par exemple. Moi, je pense que la science, elle a, enfin, Warburg essaie de lui donner des noms en permanence, en fait. Oui, vous l'avez fait tout à l'heure. Donc, voilà, sur ça, je suis un peu. euh, ouais. Hmm, je sais pas ce qu'elle entend. Oui. Ah, Ah, il votre paraît que micro est votre éteint. micro. Ouais. Ah, refait. C'était bon. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour votre exposé, vraiment Je vous en prie. superbe.
à reprendre. J'avais une question un peu basique par rapport à ce que vous avez expliqué, mais vous pourriez nous donner quelques éléments biographiques sur les liens entre Cassirer et Warburg, éléments de rencontre, je ne sais pas. Mais ils se rencontrent assez tardivement. Ils commencent à correspondre à la fin du séjour de Warburg à Kreuzlingen en 1924. Et puis, Cassirer devient vraiment un philosophe fondamental pour Warburg. Enfin, il y a beaucoup d'échanges entre eux. Euh, et Warburg veut à tout prix que Cassirer, parce que l'université de Hambourg, elle est très jeune. Elle est fondée dans ces années, je me souviens plus exactement la date, mais euh, et euh, euh, Warburg veut absolument que Cassirer soit titularisé, enfin reste à Hambourg. Donc il y a beaucoup euh, oui, il y a des liens extrêmement, à la fois intellectuels et extrêmement amicaux. Cassirer, quand il visite pour la première fois la bibliothèque Warburg, il dit que c'est une sorte de labyrinthe dans lequel, d'un coup, il y a une sorte de souffle presque maléfique, enfin, parce que la bibliothèque Warburg, elle est aussi très particulière au sens où, au départ, Warburg décide d'organiser les livres pas selon les classifications habituel, mais selon ce qu'il appelle la loi du bon voisinage. Et donc, selon des problèmes, enfin, il classe les livres ensemble selon un certain nombre de problèmes. Puis, comme les problèmes se reconfigurent en permanence selon les intérêts du moment, c'est une bibliothèque qui est vivante, en fait, qui a un Mhm. côté. Et donc, Cassirer est totalement fasciné quand il visite cet endroit. Et puis, il revient extrêmement régulièrement. Euh, et il reste. Enfin, comme je disais, hein, je pense que Individu et Cosmos est très marqué par la lecture Ouais. de Warburg. Et Warburg, euh, voilà, comment dire, euh, lit bah, les premiers tomes de la philosophie des formes symboliques et aussi tout à fait intéressé par ce que fait Mhm. Cassirer. Ouais. Merci. Merci. On y reviendra, je pense, avec Muriel Van Viet, qui a Ah, étudié Muriel. la correspondance entre Cassirer et Warburg. Ah, ouais. Ah, Muriel, elle sera là. Ah, c'est super. À la rentrée, elle fera un exposé. Ok. Je me demande s'il y a une correspondance. Je ne sais pas. Là, il t'entend. Hein? Nu au réseau. Ah. L'idée, c'est de cerner Warburg par ses deux côtés, en fait, Mm. et d'arriver à en faire une réflexion qui soit un peu transdisciplinaire et un peu transcendante par rapport à ces deux partitions qui seraient la pathologie d'un côté et puis une philosophie anthropologique à partir de l'art et de l'histoire de l'art, mais d'essayer de peut-être penser plus transversalement tout ça. Avec Muriel, c'est vrai on a travaillé ensemble il y a longtemps, hein, mais quand j'étais encore en thèse, donc ça me fera vraiment plaisir de rediscuter avec elle. Voilà, et puis Caroline Gros aussi qui va venir causer. Ouais, ça c'est aussi super. Bon, je vais essayer de réagir. Ah, Merci Fais-le, beaucoup, Lara, pour cet exposé. Merci fais-le. beaucoup. Parce que c'est un grand voyage. Et alors, en fait, j'ai comme ça, moi, j'avais une question par rapport à finalement, il y a cette idée de l'anthropologie, enfin, cette science-là de Warburg, la science de la vie en mouvement. Enfin, c'est science de la vie émue. Voilà, je pensais à ça. Donc, avec un peu cette idée très anthropologique. Et puis après, un peu dans la suite, après, c'est d'essayer de définir un manuel d'orientation de l'homme occidental. Je reprends un peu, j'ai noté quelques Mm. trucs. Mm, Et donc, je me disais, ah oui, mais alors, parce que comme il est branché sur le Quattrocento, la Renaissance, et en fait, l'avènement de la modernité, je mhm, me disais, ah oui, alors en fait, est-ce qu'on est en train de penser l'anthropologie de l'homme occidental ou une espèce d'anthropologie euh, est-ce, est-ce que est-ce que la question c'est finalement mais
c'est quoi la particularité de l'Occident, enfin de l'avènement de la modernité, et de comment, comme vous l'avez très bien exprimé, cette façon qu'aurait l'humain de se réapproprier son destin et de ne pas être seulement sous l'effet d'eux. Est-ce que ça, c'est une question proprement occidentale, enfin probablement particulièrement occidentale, mais est-ce qu'elle est aussi, on peut le penser comme une donnée anthropologique, Mm. peut-être moins exprimée dans d'autres circonstances socio-historiques, mais Mhm. présente tout de même? C'était un petit peu ça que j'avais Il me envie. Vous voyez un peu? semble que, en fait, c'est intéressant d'aller voir le dialogue qui a eu lieu entre Warburg et Boas, donc l'anthropologue d'origine allemande, puis qui devient américain. Euh, Parce que Franz Boas, en fait, enfin, Warburg écrit donc, pour rappeler simplement un peu la chronologie, Warburg va aux États-Unis en 1895-1896 à l'occasion du mariage de son frère, et puis il décide d'aller voir les villages Pueblo euh, au Nouveau-Mexique. Il assiste à certains rituels et puis il s'intéresse voilà, aux formes symboliques il prend beaucoup de photos, etc. Et puis il laisse un peu ça de côté, mais quand même il note que, en fait, il a l'impression que tout ce qu'il a travaillé depuis des années, donc ces questions de la volonté d'être absorbé dans plus grand que soi, ou au contraire, enfin la crainte d'être absorbé, ou au contraire l'espèce de désir d'absorber en soi le monde. Il a l'impression qu'en fait, les Indiens Pueblo qu'il va voir euh, bah, sont un peu des exemples de ça, pris, enfin, un peu de primitif. Et donc, finalement, il a cette notion extrêmement ethnocentrée, ethnocentrique euh, des Indiens comme nous donnant accès à un stade antérieur de notre propre culture. Et puis, il commence à écrire à Franz Boas, et Franz Boas met tout de suite ça à distance en disant, là, c'est totalement incomparable. Enfin, on peut pas du tout enfin, on peut pas du tout expliquer les rituels déjà entre chacun des peuples ou des tribus. Boas étudie énormément des peuples du Canada et des États-Unis. Il dit, il y a rien à voir. Enfin, il y a peu de rapport entre pas il y a peu de rapports, mais disons, le travail de l'anthropologue, c'est justement d'aller voir les différences et pas de rabattre tout sur le même. Et puis encore moins, enfin, il répond vraiment à Warburg d'une façon extrêmement radicale. On ne peut pas comparer les états archaïques de l'humanité, ce que vous essayez de faire, avec les rituels indiens du début du XXe siècle en plus, enfin, ou de la fin du XIXe, à un moment où, il faut le préciser, en fait, les villages qu'il va visiter sont déjà l'objet d'une forme de tourisme. Donc, il y a des blancs qui viennent observer, et puis les Indiens font certains rituels devant une foule de curieux. Donc, il y a déjà plein d'éléments. Enfin, Warburg, en ça, a un rapport quand même très naïf, enfin, même à l'intérieur de son époque, en fait, il y a déjà des gens qui sont plus du tout dans cette espèce d'ethnocentrisme. Et c'est pour ça que les références à l'homme occidental ou à l'orientation de l'homme occidental ou à cette question de la modernité occidentale, euh, il me semble qu'elles sont quand même assez peu réfléchies, enfin mises à distance, quoi. Même si les remarques de Boas, par exemple, l'aident à le faire en un sens. Mais, Mais, Hmm. je sais pas si ça répond à votre question, mais C'est- Bah, enfin, c'est une non, mais bonne, si, ouais, hein? c'est une bonne base. Ouais. Parce que Ah c'est ouais, ah effectivement, ouais. on peut pas tout à fait sortir de cette, enfin, la culture dans laquelle on est pris. Donc, bon, on peut pas tout à fait. Donc, après, cette question un peu de l'obtention de soi, enfin, l'auto-obtention de soi, qui serait comme un enjeu existentiel, hmm, et où finalement il s'agit quand même de se réapproprier quelque chose. Donc, on se,
on vit, mais il faut quand même faire quelque chose de cette vie, Hmm. réapproprier cette vie par laquelle on est voilà, poussé, quoi. Mais comment se réapproprier cette vie pour qu'elle devienne notre vie? Voilà. Hmm. Euh, Ça, est-ce que c'est quelque chose qui serait propre est-ce que c'est quelque chose qui serait une dimension de l'homme, de l'humain occidental, ou est-ce que c'est quelque chose d'une dimension qui transcenderait les époques? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, peut-être à travers cette question, peut-être qu'au Quattrocento et là, un peu ce que vous disiez, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui est on pourrait se dire peut-être c'est particulièrement crucial à ce moment-là et il y a quelque chose là qui prend une, une forme prévalente quoi de cette question sur le reste, Hmm. mais que ça existe toujours. Enfin voilà. Après c'est ça qu'il faudrait qu'on discute Hmm. avec. Hmm. Mais Bah, moi, je suis s'il sûre que soulève, moi j'ai l'impression que Warburg il soulève cette question. Et j'avais pas situé qu'il était aussi comme ça un penseur de la modernité, quoi. Voilà. Hmm. Hmm. Qu'est-ce Hmm. qui Oui, caractérisait son époque et comment il était travaillé par cette histoire-là qui est liée la condition de l'homme moderne, quoi. Voilà. Hmm. 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 Mais en cela, il reste quand même un peu un penseur des Lumières un peu anachronique, quoi, un peu tardif, quoi. Mm. Il me semble. Mais aussi avec un mouvement ouais, qui consiste vraiment à rassembler toutes les choses, parce que comme vous avez dit, avec toutes ces idées on sépare pas la nature de la culture, de la physique, de la psyché, et que tout Hmm. ça doit être pris ensemble, quoi. Et je Hmm. pense que ça va vraiment bien avec l'idée qu'on essaye aussi d'avoir, de continuer. Mais Hmm. c'est très difficile de ne pas être pris dans dans les clivages de la modernité, en fait. Ouais. l'astrologie, par exemple, c'est étonnant quand même. Tout d'un coup qu'il arrive là avec L'astrologie, ouais, l'astrologie, ouais, hein, ouais, c'est Hmm. étonnant. Enfin, Hmm. non, Oui, oui, ouais, oui, ouais. si. ça vous a pas surpris. En fait, il a toujours cette idée que il faut conquérir la raison sur l'irrationalité, mais que la raison elle-même ou le travail de la raison est en permanence travaillé par l'irrationalité. Et donc c'est cette image qu'il Oui, faut c'est quand même reconquérir. magnifique. Mm. Reconquérir Athènes depuis Alexandrie, c'est cette idée que en fait la cosmologie rationnelle, l'astronomie doit être reconquise à partir de l'astrologie qu'il identifie comme étant le propre d'Alexandrie. Mais en même temps, comme il le montre avec Bruno, et puis d'ailleurs avec d'autres hein, à la fin de sa vie, il y a cette idée que la raison s'élève parce qu'elle est mue par l'affect. Hmm. Donc Oui, cette dimension, pour lui, la vie, le paganisme, c'est le règne de l'affect en un sens. Enfin, c'est une manière de demeurer dans l'affect. Mais en même temps, à la fin de sa vie, il se dit, bah finalement, sans l'affect, la raison, elle se met pas au travail en fait. Hmm. Euh, oui, 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 donc oui. C'est validé par les neurosciences. oui. J'ai rien compris. Normal. C'est quoi ça? Dès qu'on dit le mot neurosciences, il y a des trucs compliqués. Ouais. Moi j'ai l'impression, Antoine, qu'au fond, cette tension entre Fortuna, qui serait un destin qui s'impose à l'humain, qui serait soumis, qui serait plutôt dans des sociétés paganistes, pour reprendre les termes Warburg, et puis la modernité qui se saisirait d'un destin et qui deviendrait ce sujet qui viendrait s'adjoindre les voiles de Fortuna et prendre en main son destin, enfin voilà, reprendre la barre quoi, hein, de cette affaire. Moi, j'ai l'impression que c'est présent dans toutes les. Enfin, ce sont des valeurs universelles. C'est la Fortuna. Les deux faces sont dès le départ chez Homo sapiens, en fait. Hmm. Simplement, certaines formes symboliques vont plutôt travailler Fortuna du côté d'un destin qui s'impose et auquel on est soumis. Et puis, Oui, effectivement, avec l'avènement de la modernité, on a une tension qui se renverse et d'autres formes symboliques qui viennent se mettre en place.
mais on peut imaginer qu'effectivement, quand tu as peu de moyens pour faire face aux éléments, la maladie, la mort, etc., que tu as une espérance de vie très limitée, que tu as des moyens très limités pour avoir un pouvoir sur les forces, etc., alors que petit à petit, il va se mettre en place d'autres moyens pour l'humain, on peut concevoir que le pouvoir d'avoir une action sur le réel va devenir. Enfin, voilà. Mais Ouais, moi, je pense prévalent, qu'il y ouais, aurait ouais, ouais, les- plus les- fort. les sociétés archaïques, enfin, soi-disant archaïques, qui n'auraient pas de raison et qui seraient complètement, voilà, un peu que dans la superstition. Et puis nous, on serait exempt de toute superstition. Je suis pas sûr que Homo sapiens modernicus soit exempt de toute superstition. Mais d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle, enfin, c'est très intéressant de voir comment Warburg pense que, par exemple, la superstition, l'astrologie, etc., ressurgissent avec une vigueur extrêmement grande dans les situations de crise politique. Et donc, ben, il en est témoin direct parce que à la fin des années 20, qui sont les dernières années de sa vie, il voit, par exemple, la montée en puissance de Mussolini et il est vraiment très sensible à ça, en fait. Et je me dis qu'aujourd'hui, dans une période extrêmement troublée aussi, enfin voilà, c'est quelque chose moi qui me marque. Parfois, j'entends des gens tout à fait rationnels Mais oui, qui ont mais des oui, croyances. Enfin, ouais. mais oui, absolument, absolument. Ouais, je me souviens plus de la citation exacte, mais il y a un texte dans lequel en 1912, Warburg dit que finalement les constellations du ciel, ce sont des constructions arbitraires, mais ce sont des constructions dont on a besoin parce qu'on ne peut pas affronter l'infini sans avoir des points de repère. Euh, Mhm. donc C'est magnifique, ouais, c'est aussi c'est très beau. magnifique. Bah oui, superbe. Et peut-être une dernière chose par rapport à ce que vous venez de dire, Antoine et Serge. Euh, Ce qui me semble très important chez Warburg, c'est que, enfin, même si j'ai dit qu'il avait un côté un peu penseur des Lumières, etc., mais il n'y a pas du tout de linéarité, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée que, il n'y a pas de modernité définitive, il n'y a pas de distance une fois pour toutes, il n'y a pas de... et donc, en ce sens, voilà, comment dire? Je pense pas que lui-même, il aurait établi qu'il y a d'un côté des sociétés archaïques, même si elles sont contemporaines de notre époque, et puis de l'autre côté la modernité, qui n'aurait rien à voir. Mais on voit quand même dans sa façon de présenter son voyage aux États-Unis et sa rencontre avec les Pueblos, il est malgré tout prisonnier de certains cadres de pensée qui sont, voilà, qui sont ceux de son époque, et puis même un peu avant son époque, disons. Oui, Oui, mais il reste un penseur qui est pris par cette tension dialectique entre la chute et l'ascension, entre Ah oui, Athènes, Alexandrie, en fait, dans cette Ouais. dialectique tout le temps, quoi, et avec ce mouvement qui consiste à essayer de dépasser cette dimension polaire, quoi. Mm, Enfin, mm. comment essayer de faire quelque chose qui transcenderait cette opposition. Et on voit qu'il y a une direction là de sens particulière qui, à mon avis, est vraiment, ouais, qui est très, très présente, quoi, et qui nous partage jusqu'à. Ouais, je veux bien revenir sur un point du début de en l'exposé. mouvement. Tu as parlé des formes proto-symboliques, Ouais. oui, euh, en citant jeu, parure et outils. Mhm. Euh, alors, donc tu dis que Warburg a utilisé le syntagme forme symbolique avant Cassirer. Mm. Mais Ok, bon après c'est Cassirer qui l'a popularisé oui, oui, puis qui le thématise vraiment. Enfin, Warburg, il l'utilise, sans mais mettre trop de contenu dedans, hein, c'est ça. Mais quand tu parles de forme proto-symbolique chez Warburg avec jeu, parure, outil, sur quoi il étaye ça? Enfin, parce que ça nous intéresse aussi par rapport à cette idée de nos dimensions anthropologiques et nos catégories psychopathologiques. Et je me disais que jeu, parure, outil, ben voilà, ça m'intéressait de voir comment ça arrive ce proto-symbolisme-là chez Warburg.
Mais alors, pour ce qui est du jeu, qui est, je pense, la forme la plus importante pour lui, en fait, il est à la fois un lecteur de Schiller et des lettres sur l'esthétique, où cette question du jeu est très importante. C'est le moment où Schiller parle, je ne sais pas si vous avez cette image, si vous connaissez ce texte, mais euh, Schiller parle du lion qui rugit sans pression vitale et qui donc jouit de son propre rugissement comme ça. Et pour Warburg, en fait, le jeu, c'est la répétition d'un mouvement qui est fait sans pression vitale. Et c'est le fait donc en répétant ce mouvement, prendre conscience de son corps, de la façon dont on peut maîtriser un geste, et en même temps, le fait qu'il n'y ait pas euh, de pression vitale, ça fait que on est à distance, on a une petite forme de première distance qui s'établit avec notre expérience impressive. On n'est pas dans l'état d'alerte de la proie qui voit surgir un prédateur. Et donc ce jeu, pour lui, c'est Schiller, mais c'est aussi un autre auteur qui s'appelle Karl von Gross, qui a écrit un livre, Die Spiele der Menschen, le jeu, enfin le jeu les jeux des hommes, des êtres humains, et qui fait toute une sorte de philosophie du jeu, qui voit les jeux à différents niveaux, dans les structures sociales, différents types de jeux, etc. Et pour Warburg, c'est aussi très marquant, en fait. Pour lui, finalement, euh, le jeu, c'est comme une première forme de... C'est la première forme qui introduit la distance avec l'expérience vitale, enfin, qui introduit ce qu'il appelle l'intervalle, quoi. Euh, et puis après, l'outil et la parure, ce qui importe pour lui, c'est qu'en fait, ces formes alors, il n'explique pas vraiment, enfin, il s'intéresse pas trop à comment elles apparaissent. Mais bon, il faut se rappeler aussi que Warburg est contemporain du début enfin, des premières formes de paléoanthropologie et de toute cette pensée de la préhistoire. C'est le grand boom de cette pensée-là, c'est au moment où Warburg travaille. Et donc, on peut imaginer aussi que ça a un rapport avec ça, même si j'ai pas trouvé, moi, de traces de lecture de ça. Euh, mais pour lui, la parure comme l'outil, en fait, sont des formes que l'on... Enfin, la parure en particulier sont des formes que l'on crée par volonté de non seulement de se couvrir, mais très vite de se distinguer symboliquement des autres. Donc, sont des formes aussi d'apparat. Et puis, sont des formes d'augmentation du corps qui deviennent presque des formes... euh, qui finissent par appartenir à notre corps, en fait. Quand on est habillé, on n'a pas l'impression que les habits sont quelque chose qui ne nous caractérise pas. On a au contraire, on se sentirait pas soi-même si on ne les portait pas en contexte social. Et donc, il a toute cette réflexion sur ce que c'est que s'augmenter par la parure, aussi bien d'une manière en termes de, oui, de représentation sociale, que en termes de simplement cette adjonction inorganique à notre corps qui devient une forme de, enfin, une sorte de partie de notre corps. Euh, et quant à l'outil, ce qui l'intéresse dans l'outil, c'est le fait que c'est quelque chose que l'on crée, mais on l'investit petit à petit de dimensions symboliques qui vont nous conduire petit à petit à oublier qu'on en est les auteurs, en fait. Et donc, l'outil, ça va être euh, un peu comme, comment dire, euh, on va donner à l'outil des pouvoirs qui dépassent, enfin, en oubliant qu'on en est les auteurs. Et donc l'outil, comme le mythe, pour lui, sont les premières formes d'anthropomorphisme qui vont déboucher sur ce qu'il appelle la causalité anthropomorphe, c'est-à-dire le fait de projeter en fait sur les choses du monde extérieur ce que l'on Ah, soit, c'est-à-dire la oui, oui, volonté. euh, j'ai et donc compris. de Ah, penser que certains objets peuvent être vénérés ou peut-être on peut leur vouer un culte. En les investissant de qualités humaines, en fait. ouais. D'accord. Oui. Oui, c'est ce qui évoque cette idée après chez Cassirer de forme symbolique transdomaniale, c'est-à-dire que Mm, l'outil, la technique, mais la technique, le sacré, mm, l'outil peut être investi à un moment donné, et hop, changer de catégorie
et ainsi circuler de domaine en domaine. Ouais, tout à fait. Ok, bon, c'est 58. Ah oui, bah, Mais, pile. C'est 58. mais Moi, ça 38, va, hein, il mais faut j'ai pas juste de de, patience. de petit enfant à aller Ouais, chercher. bravo, Je l'ai donc dit. merci. Hein? Je vous remercie beaucoup, en tout cas, Oui. et Ouais. tous, pour Mais votre... merci. Bah, Merci à merci vous. beaucoup, Lara. Ouais. D'accord. Merci. Et au Merci à vous, plaisir de te retrouver pour d'autres séminaires avec grand et puis plaisir. continuer ce chemin vers Cerisy.